par la première session de la journée, pas par du développement, par des belles choses, du design, par Geoffrey Dorme. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partir sur ma première slide. Voilà. Déjà, je suis super content. Il y a plein de gens. Ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que de parler design, je me suis dit, bon, peut-être que ça intéressera peut-être moins par rapport aux devs, etc. Mais je passe mon temps à travailler avec des développeurs, donc je suis content. Je sais qu'ils sont curieux du design et j'imagine, vous êtes... combien il y a de développeurs dans la salle? Toutes, d'accord. Ouais, est-ce qu'il y a des designers? Ah ok, promis, on prendra soin de vous. Et est-ce qu'il y a des gens qui font autre chose? Waouh, ok, bon ben super. Moi je suis designer, je lève la main aussi, on est 5. Hop là. Et ben voilà, je me présente rapidement, je m'appelle Geoffrey Dorn. Je suis designer, vous me connaissez peut-être parce que j'ai un blog qui s'appelle graphisme.fr et j'écris depuis 2008, j'écris pas mal d'articles sur le design, le graphisme, voilà, de temps en temps du code, etc. Du code créatif, parce que moi j'aime beaucoup me dire qu'on peut faire. Les gens qui codent sont des gens créatifs et ce sont des gens qui créent, qui sont capables de faire des choses imaginatives, curieuses, surprenantes, voilà. Et puis j'ai créé Design and Human, donc je suis designer indépendant, ça va faire 10 ans, et j'ai créé Design and Human depuis 1 an maintenant à peu près, un peu plus. Et le but de ce nom, de cette boîte, c'est de faire du design centré sur les humains, sur les gens, d'essayer de faire des trucs utiles en fait, parce que bon, parfois on fait pas tout le temps des trucs super utiles. Voilà, donc l'intitulé de cette conférence, ça rejoint un petit peu l'utile, c'est Petit design pour grande humanité. L'idée de nommer ça petit design, c'est de se dire qu'avec des petites choses, pas forcément des projets pharaonesques, comment on dit, pharaoniques, ouais, merci. Pas avec des projets gigantesques, avec des petites choses, parfois on peut bouleverser la vie des gens, on peut améliorer le quotidien de chacun, que ce soit 10 personnes, 50 personnes, les gens de notre famille, toute la planète, peu importe. Et j'aimerais vous me présenter un petit peu cet esprit-là et voir un petit peu comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait du design, ou quand on travaille avec des designers, ou quand on crée des choses, on peut parfois changer le cours des choses. Donc pour moi, la posture du designer ou la posture de quelqu'un qui crée, c'est une posture qui est avec la foule, qui est avec les gens. On n'a pas une vision par-dessus, on ne dit pas je vais créer quelque chose pour les gens qui, machin. On fait partie de ces gens-là. Voilà, moi je devrais être assis dans la salle avec vous. On est vraiment tous sur le même pied d'égalité et on utilise les mêmes systèmes, nos usages sont très souvent similaires, des fois il y a des usages qui sont décalés, détournés, des usages qui sont différents. Et donc pour moi c'est une posture qui doit être humble quand on se dit qu'on va créer quelque chose et on vient tester et si nous déjà on ne l'utilise pas, si les gens ne l'utilisent pas, au final ça ne servira à rien du tout. Donc à mon sens c'est vraiment le fait de se dire qu'on est avec les gens et qu'on est ensemble pour commencer à travailler. Et c'est pour ça que je dirais que le design, c'est vous. C'est grâce à vos usages, c'est grâce à vos façons de marcher dans la rue, vos façons de vivre, vos façons de détourner les choses pour lesquelles c'est pas fait au départ. C'est vraiment toute votre curiosité, vos actions, vos interactions entre vous. Et moi, quand je travaille sur des projets de design, quand j'essaye de faire des choses un petit peu innovantes, un petit peu nouvelles, c'est en observant les gens, en me disant tiens, c'est vrai que c'est hyper intéressant, là tout le monde fait ça, là il y a des gens qui sont comme ça, tiens là quelqu'un utilise quelque chose qui n'est pas fait pour, ou alors il manque quelque chose à plein de gens. Et c'est en observant qu'on découvre ce genre de choses. Alors c'est en observant soi-même, c'est en observant les autres, c'est en observant sa famille, c'est en observant parfois 3 amis dans une soirée, peu importe. Et c'est vraiment se dire, voilà, ça vient pas d'en haut le design, ça vient des gens, ça vient autour de nous. Alors évidemment, on a Raymond Loewy, qui était un grand designer, qui avait dit cette fameuse citation, « La laideur se vend mal ». Mais moi je rajouterais que le design, c'est pas juste rendre beau. Parce que lui, en disant que la laideur se vend mal, c'était de se dire qu'il faut faire du beau pour vendre les trucs, pour vendre des choses. Et évidemment, se dire que le design, c'est une surcouche pour faire du joli, et que c'est pour renforcer la force de vente, c'est pour renforcer l'ergonomie éventuellement d'un projet, etc. Mais pour moi, c'est pas que ça. C'est vraiment pas que ça. Je vais vous montrer des exemples mauvais, par exemple. Voici. Ça, c'est le logo du Crédit Lyonnais. J'espère qu'il n'y a pas le designer du Crédit Lyonnais qui est dans la salle, je ne crois pas. En 1972, le Crédit Lyonnais, c'était ça. C'était ce qu'ils appelaient les 4 vents. C'était juste ce logo-là, et ça représentait 4 banques, en fait. Les designers, entre eux, l'appelaient le logo chou-fleur, parce qu'il avait une tête un peu de chou-fleur. Voilà. En 83, ils ont rajouté CL pour le Crédit Lyonnais.
Bon, graphiquement, voilà, hein, c'est connoté hein, au niveau de l'époque, c'est un peu ancien, etc. Et puis, bon, il y a eu des affaires financières, vous en rappelez. Et en 2005, j'ai lancé le chrono. Ouais. En 2005, ils nous ont sorti ça, le Crédit Lyonnais. Et là, alors là, c'est la totale. Vous avez une ombre portée, vous avez une forme en volume, vous avez un dégradé. Bon, il y a une typo toute ronde, hein, pourquoi pas. Et là, j'ai ouvert Photoshop et j'ai mis tous les effets que je pouvais, quoi. Et donc, ça donne du volume. On perd complètement le concept parce que bon, on avait un concept de départ avec 4 banques réunies. Voilà, là, on ne sait pas trop au niveau du concept, mais bon, certains ont dû trouver ça joli. Et pour moi, le design, c'est pas juste des effets, c'est pas cette question de se dire quels effets on va mettre, comment est-ce que c'est à la mode. J'ai vu hier le logo de WeFM. Avant, c'était une espèce de petite pastille rouge, un peu bombée, etc., avec des effets Photoshop aussi. Et là, ils ont écrit WeFM et ils ont mis un long shadow. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est du flat design, donc c'est très, très à la mode, avec une ombre portée. Il n'y a aucun concept, il n'y a rien, c'est écrit WeFM et c'est tout. Donc c'est un peu décevant. Voilà, pour moi le design c'est pas non plus ça. Ça inquiète les graphistes beaucoup. C'est les templates. C'est de se dire voilà, je crée un site, peu importe, je prends un template, je le colle et c'est bon. Ben non, ça suffit pas du tout. Le design c'est un concept, c'est des usagers, c'est des utilisateurs. Et si on fait pas un tout petit peu de sur-mesure par moment, ben ça colle pas et puis tout à coup on se met à vendre des trucs ou à présenter des choses et la forme et le fond sont décorrélés complètement et donc ça colle pas non plus. Le design c'est pas non plus vraiment ça. Ça, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ouais. Presse-agrumes de Stark, bravo. Alors évidemment, quand vous allez dans la rue, vous demandez à un Français, citez-moi un designer. Personne, ouais, je sais pas, Philippe Stark, à tout hasard. Parce que voilà, la quintessence du design, le cliché du design, c'est très souvent ça, c'est le design d'objets ou le design de mobilier. Souvent, c'est ça, c'est avoir un joli truc, c'est fait par un designer et tout ça. Donc ça, c'est un presse-agrumes. Donc vous mettez le citron, le pamplemousse ou l'orange là-haut, vous mettez votre verre en dessous, vous pressez et ça coule partout, il y en a partout, ça marche vraiment pas bien. Et bon, après il y a des designers qui ont fait des béquilles, donc ils ont rajouté un système que tu viens brancher sur le truc pour que ça marche. Bref, ça va pas du tout. Sauf que ça, en vérité, c'est pas vraiment un presse-agrumes. Ce que Philippe Stark a voulu faire, c'est une excuse à la conversation. C'est tiens, tu as ça chez toi dans ta cuisine, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est vraiment un truc pour dialoguer, pour échanger, pour discuter. Et c'est pas un objet, c'est un objet social en fait. C'est pas du tout un objet fonctionnel en réalité. Donc c'est aussi un des clichés du design. Ensuite, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ici, il y a le terme, j'ai tapé dans Google, j'ai tapé objet, et là il me sort objet design. Et souvent, le design c'est un adjectif. Très souvent, j'entends ah dis donc, c'est design. Ça, vous dites ça, il y a 10 designers qui se jettent d'une falaise à chaque fois. Waouh, c'est super design ton interface, etc. Le design n'est pas un adjectif, le design c'est un nom, ça vient de disegno, de l'italien, et le design c'est la concaténation de deux mots. Donc disegno, ça veut dire le dessin, le fait de dessiner, donc le fait de créer une forme, voilà, le dessin à la main, DE2SIN, et le dessin, DE2SEIN. Le dessin, ça veut dire la volonté de faire quelque chose. J'ai le dessin de faire cette conférence aujourd'hui. Et donc, c'est le mélange des deux. C'est la volonté de faire quelque chose et c'est le fait de créer cette chose en même temps. Donc, le design, c'est vraiment le mélange des deux. Et donc, c'est l'envie de faire l'idée et la conception. Et ce n'est pas un adjectif du tout. Et au contraire, c'est très restrictif, en tout cas, de citer ça comme un adjectif. Le design aussi, souvent, on le voit comme des méthodologies. Ça, c'est hyper à la mode, c'est le design thinking. Vous avez sûrement dû entendre parler de tout ça. Alors le design thinking, c'est hyper intéressant comme processus, c'est-à-dire qu'on va employer les méthodologies du design, les processus itératifs, etc. Ça, si vous êtes dans le monde du dev, vous connaissez très certainement tous ces processus itératifs, les cycles courts de production, etc. Et donc le design a aussi ces méthodologies comme ça. Et très souvent, maintenant, c'est également employé à travers, c'est-à-dire que, ok, on va faire du design thinking, on va faire des post-it, ça sera bien. On va faire des gammes colorées avec des trucs un peu compliqués. On va faire des schémas super compliqués. On va se dire, allez, c'est bon. Puis on fait ça sur un mur, hein, c'est mieux. Et puis on va faire des logos avec des flèches partout, des schémas, tout ça, des trucs très compliqués en se disant, c'est bon, notre truc est solide. Bon, là, c'est une critique. Hein, vous voyez, c'est un petit logo pour Poupou, c'est un caca. Voilà. Mais le truc, c'est qu'en fait, le design, c'est pour ça que je parle de petit design, c'est que ça peut être très simple. On peut faire un truc, un logo, on peut le faire à la main avec un stylo très simplement. Pour réfléchir, on n'a pas besoin de 30 000 post-it, hein, il suffit d'être 4 et on discute ensemble. Voilà, ça peut être parfois très simple.
Donc pour moi aussi, il faut se méfier de certaines méthodologies trop compliquées ou de se dire le design c'est réservé qu'aux gens qui ont fait des études supérieures, c'est très compliqué, etc. Ou alors il faut être 45 pour faire du design, peu importe. Non, on peut faire ça beaucoup plus simplement. Donc voilà, pour résumer ça rapidement, le design traditionnel, donc voilà, le design produit, design d'objets, voilà, on essaye de faire mieux. Il y a pas mal d'entreprises qui avant pensaient différemment, qui aujourd'hui essayent de faire plus grand, plus fort, plus performant. Vous voyez à qui je pense. Le design thinking, c'est l'idée d'avoir des processus, le fait d'itérer, de prototyper, de recommencer. Donc là, on essaye vraiment d'avoir un processus de design basé sur la réflexion même du design. Et pour moi, j'essaie d'introduire la notion de human design. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, notre point de départ, ça ne va pas être la technologie, ça va être l'utilisateur, ça va être l'humain. On va se dire, avant même de se demander comment on va le faire, on va se dire pour qui on va le faire. Qui sont les gens qui vont utiliser notre truc, comment ça va se passer, etc. Et donc c'est vraiment cette idée de design humain, et c'est ce que j'essaie de vous présenter aujourd'hui. Donc cette question de petit design, qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'ai essayé de réfléchir ça à partir de ce qu'on appelle le mouvement Jugaad. Est-ce que certains connaissent ce mot-là, Jugaad, dans la salle? C'est un mouvement en Inde, c'est un mot indien. En français, on va dire que Tristan Nitto l'aurait traduit par bidouillabilité. Bidouillabilité, c'est un mot qui convient bien à Tristan Nitto. Les grands industriels français, tous les grands industriels automobiles, parlent d'innovation frugale, c'est-à-dire de faire le plus avec le moins de choses. C'est-à-dire on va essayer d'innover, de trouver quelque chose d'utile, quelque chose d'intelligent, mais on n'a pas de moyens ou on n'a plus de moyens, on fait avec le moins possible. Donc c'est vraiment cette idée. Il y a un bouquin très bien que je vous invite à lire qui s'appelle L'innovation Jugaad, qui est vraiment le livre phare, ils l'ont traduit en français si vous voulez, vraiment le titre phare sur cette notion de Jugaad, et je vais vous montrer des exemples. Donc là on est en Inde, c'est pour ça que j'ai mis les petits motifs. Ça c'est vraiment pour faire joli, c'est pas forcément très utile, mais ça vous plonge dans le fait qu'on est en Inde. Et voilà, par exemple en Inde, vous avez déjà fait la queue, j'imagine, peut-être au supermarché, je ne sais pas, parfois à Pôle emploi, j'en sais rien, enfin, ou dans des queues, peu importe, à la banque et tout ça. Sauf que là, il n'y a pas de ticket, on ne fait pas la queue, on peut avoir autant 50 ans. Là, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils posent leur tongs, et puis, ça fait juste la file d'attente, et après, ils vont s'asseoir. Et puis, quand c'est personne suivante, hop, je reprends mes chaussures, je discute un peu et je m'en vais. Et après, ça décale les chaussures. C'est hyper simple. L'idée, elle est assez brillante, et en plus, ça a été adapté après. Ils ont mis des petits carrés par terre en disant le premier, ces tongs seront là. Donc pour moi, c'est une façon de penser un petit peu différemment avec très peu de choses. Un autre exemple également en Inde, ça c'était dans une je vois que ça en fait marrer certains, les tongs sur le sol. Ça c'est dans les quartiers en Inde où il y a beaucoup de personnes âgées. C'est hyper dangereux parce qu'il y a plein de voitures, il y a plein de scooters, il y a plein de motos, c'est un peu délicat. Et l'idée, c'est de se dire que les personnes âgées qui ont des cannes, il y a quelqu'un qui a eu l'idée un jour de mettre une petite sonnette sur cette canne pour signaler sa présence. C'est 3 fois rien, ça demande juste l'idée. Si vous voulez acheter ça dans le commerce pour vos grands-parents, vous ne trouverez pas, ça n'existe pas. C'est juste que cette idée ensuite s'est déployée et maintenant dans pas mal de quartiers, dans certaines villes en Inde, on trouve ce système ingénieux, malin, utile à des dizaines, des centaines de personnes âgées pour signaler leur présence. Et c'est le fait de mélanger juste 2 objets, un pour signaler et l'autre qui est la canne. Pareil, pour moi, c'est des idées hyper simples. Alors c'est adapté à la culture, évidemment, mais c'est des idées très simples qui ont un impact très fort et qui peuvent sauver parfois la vie des gens. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'observation. Pour moi, c'est du prototypage par le cerveau. C'est-à-dire que quand vous commencez à observer les usages des gens, vous commencez à vous dire, tiens, pourquoi lui fait ça comme ça? Pourquoi lui est obligé de se mettre comme ça pour utiliser son ordinateur? Pourquoi est-ce que les gens sont à la sortie des salles de conférence avec leur cigarette électronique ou avec leur téléphone pour se dire, tiens, je n'ai pas de prise, c'est compliqué? Qu'on puisse commencer à observer et se dire, tiens, là, peut-être qu'il faudrait faire ça. Et c'est la première action, c'est le fait d'observer. Et donc là, on passe de l'Inde, on va au Brésil. Donc ça, on est dans les favelas. Alors je vous rassure, les favelas, c'est pas aussi coloré, hein, c'est pas aussi joli en réalité. Je vous ai montré cette image-là également pour qu'on puisse imaginer aussi l'idée des favelas au Brésil. Et en fait, ce qu'ils ont fait dans certaines favelas, c'est qu'ils ont inventé la lumière sans électricité. Si EDF savait ça. Et justement, la lumière sans électricité, alors vous imaginez bien qu'au Brésil, dans les favelas, y a de la tôle, il y a du carton, il y a des tissus, et que même en pleine journée, il fait noir.
Donc c'est super compliqué dans les pièces, il faut faire des fentes, ça laisse passer de la lumière, etc. Sauf que là, il y a quelqu'un qui a imaginé, pour ses parents qui ont une petite étale avec des trucs à vendre, imaginez de se dire, tiens, je vais installer quelque chose là-haut, et puis on va avoir de la lumière. Et ce petit quelque chose là-haut, c'est tout simplement une bouteille de Coca-Cola qui a été coupée en deux, dans laquelle on a mis de l'eau, et dans laquelle on est venu brancher, enfin encastrer dans le toit en tôle, et avec la diffraction de la lumière, ça vient éclairer toute une pièce. C'est hyper simple, ça coûte rien du tout, ça vient dépanner plein de gens, et ce qui est génial, c'est qu'ensuite, il y a une mise à l'échelle possible en disant, voilà, il y a des gens qui ont pris le concept, qui ont commencé à faire des espèces de tuiles en tôle, qui ont assemblé des dizaines de bouteilles, et qui sont venus passer en disant, qui veut ce système-là pour mettre sur son toit. C'est hyper simple, c'est hyper utile, c'est hyper intelligent, ça coûte rien, et en même temps, il y a aussi un but social et un but utile derrière. On passe du Brésil à l'Afghanistan. Vous le savez sûrement, en Afghanistan, il y a des mines antipersonnelles dans pas mal d'endroits, notamment ici dans le désert. Et on a quelqu'un qui s'appelle Massoud Hassani, qui a fait un projet très intelligent et pareil que je considérerais qui est du petit design et qui a une vocation utile et humaine très forte derrière. Et son projet s'appelle Minecraphone. Alors ça fait à peu près la taille d'un homme, c'est un peu plus grand. Et c'est tout simplement constitué de gros pieds en plastique, de tiges en bambou, donc ça coûte rien, pareil. Et à l'intérieur, il y a un GPS qui est relié, alors je ne sais pas si c'est un Arduino, si c'est un système électronique un peu plus complexe, je ne sais pas, une grosse boule un peu plus solide qui est à l'intérieur. Et cette boule, comme ça, elle est prise par le vent, elle se balade dans les champs, et de temps en temps, ce qui arrive, c'est qu'elle explose sur une mine. Et donc évidemment, tout est cassé. Sauf qu'on a le tracé GPS, on peut le retrouver. Donc on sait que la boule est passée par cet endroit, qu'éventuellement elle n'a pas fait exploser une mine. Donc cet endroit est plus ou moins sûr, et donc ça évite de déminer à la main. Et ensuite, tout est cassé, donc il y a 3 bambous à remplacer, on ramasse les pieds en plastique et c'est reparti, quoi. Ce système, pareil, ça coûte quasiment rien à faire, parce que pour déminer, soit on prend des gens, la plupart du temps ils explosent, ou alors ils n'ont pas forcément une durée de vie très longue. Ou alors on prend des chars, et les chars ça coûte une fortune, bon, ça sert en général à faire la guerre plus qu'à déminer des champs de mines, et c'est des énormes chars avec des chaînes devant, etc. Bref, ce système-là, imaginez, là il y en a un, ils en ont fait une dizaine, imaginez qu'il y en ait 100, 1000, que ça se répande, ça peut avoir un impact très fort sur les mines antipersonnelles notamment. Un autre projet également, ça c'est un projet open source qui s'appelle M-Water, c'est John Fagery, je crois, c'est un ancien de la NASA, qui a arrêté de bosser pour la NASA, il voulait arrêter de faire des choses dans l'espace, mais il s'est dit qu'il voulait faire des choses en Afrique. Et lui, ce qu'il a conçu, c'est une application Android, et c'est une application toute simple, qui marche sur tous les téléphones. Et l'idée, c'est de pouvoir connaître la qualité de l'eau quand on arrive dans un pays, et plus précisément dans telle ou telle ville dans un pays d'Afrique. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on envoie des kits de tests à des gens, ils font le test, et ils enregistrent le test de la qualité de l'eau sur l'application. Et ensuite, quand les gens arrivent, il suffit de regarder la qualité de l'eau et de savoir si elle est potable, pas potable. Si là, les gens ont besoin, la qualité a baissé, elle est plus potable, donc il va falloir apporter de l'eau, etc. Et il y a vraiment un usage. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, j'ai contacté ce monsieur et qu'il est hyper réceptif à l'amélioration de son projet, le fait de pouvoir transformer son truc, refaire l'interface, venir envoyer des kits, peu importe. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un beau projet assez simple et vraiment efficace. Et là, pour le coup, c'est un projet totalement numérique, même s'il y a des kits physiques. Et puis un autre projet un peu plus rigolo, mais n'empêche que j'ai trouvé ça intéressant de vous le montrer. C'est des gens qui ont fait un kit pour faire un cercueil en carton. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, du tout, bon évidemment, ou alors si vous voulez penser un petit peu à la planète, vous dites que voilà, j'ai envie de faire mon propre cercueil ou pour quelqu'un de ma famille, mais en carton. Donc c'est le DIYing free. Donc c'est pour mourir librement. Voilà. Alors ça, c'est évidemment amusant d'un premier abord, mais pour moi, c'est aussi des questions qui sont humaines et hyper importantes, la question de la mort, et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut pas forcément rendre la vie des gens meilleure parce qu'ils sont morts, mais surtout rendre la vie de la famille, peut-être pour la planète, pour penser autrement, et de se poser même ces questions en se disant, est-ce qu'on peut toucher des sujets de société qui sont même importants? Et est-ce que, je ne sais pas, avec des applications, avec du carton, avec des trucs do it yourself, avec des objets de récup, peu importe, on peut se poser ces questions-là. Donc voilà. Et la question, c'est grande humanité. Voilà, parce que tout à l'heure, on était dans le petit design.
Et la grande humanité, pour moi, ça correspond à vos usages principalement. Et je voulais vous poser une petite question. Donc ça tombe bien, il y a des gens nouveaux qui sont arrivés encore au fond. Je voulais vous poser une question. Donc vous allez garder la main levée. Qui, cette semaine, attention, cette semaine, a écrit une carte postale en papier à la main? Est-ce qu'il y en a qui ont écrit une carte postale? On en a un ici. Un ou une, je ne vois pas. Une ou un, pardon, je ne vois pas bien du tout. Deux, d'accord. Donc on a quelques personnes qui ont écrit une carte postale. Aujourd'hui, qui a passé un coup de téléphone avec la vraie voix, etc. Ok. Gardez la main levée. Et aujourd'hui, qui a écrit un tweet ou un SMS aujourd'hui? Ok, voilà, très bien. Bon, ben, tout fout le camp, hein, ça va vraiment plus. Alors justement, moi, ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est qu'à aucun moment, ceux qui ont écrit une carte postale se sont dit « je vais envoyer un bout de carton à quelqu'un avec de l'encre dessus ». À aucun moment, les gens qui ont téléphoné se sont dit je vais envoyer des ondes via une membrane à l'oreille de quelqu'un. Et à aucun moment, ceux qui ont envoyé un texto ou écrit un tweet se sont dit je vais taper des choses, et ça va partir en binaire et ça va arriver de l'autre côté. On s'est dit tiens, je vais envoyer un souvenir, je vais envoyer un instant, je vais envoyer une pensée à quelqu'un, des souvenirs de vacances ou peu importe. On s'est dit j'ai envie d'entendre la voix de quelqu'un ou j'ai envie de lui parler vraiment de façon, on va dire, plus proche, quoi. Et puis là, on est plutôt vite. Je vais envoyer un truc rapidement, je ne veux pas déranger, etc. Et c'est dans ce postulat-là que je trouve intéressant, et c'est ce que j'appellerais le paradoxe du design, c'est-à-dire que on passe par des objets technologiques, par des objets numériques et par des objets en général, par des mécaniques, des systèmes, des choses, des technologies. Et pourtant, notre intention de départ, ce sont des intentions émotionnelles, des intentions sociales. Et votre postulat de départ, c'est de se dire comment on va devoir amener les gens d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue social, d'un point de vue des usages, à employer la bonne technique, la bonne technologie. Et tout ce paradoxe-là, il va falloir le prendre dans le bon sens, c'est-à-dire que je ne vais pas dire tiens, je vais créer un truc pour communiquer sur une tablette, ou sur un iPad, ou sur une tablette Android, ou un iPhone, peu importe. Je vais plutôt me dire j'ai envie que les gens communiquent, mais de façon plus émotionnelle, de façon plus rigolote, de façon plus rapide, de façon plus sensible, peu importe. Et à partir de cette question-là, on va trouver la façon dont on va pouvoir employer la bonne technologie. Ça, par exemple, c'est quelque chose de rigolo. Quand je travaille dans mon atelier, de temps en temps, j'ai un collègue qui a une petite fille et elle vient jouer avec sa Nintendo DS. Nintendo 3DS, pardon. Et donc, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle s'installe, elle ouvre sa Nintendo 3DS, elle coupe la 3D, elle coupe le son. Je dis, t'as une Nintendo 3DS, tu coupes la 3D, pourquoi? Elle me dit, ça sert à rien du tout. Et le son, je m'en fiche. Ok, très bien. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que Nintendo a sorti la Nintendo 2DS il y a quelques temps maintenant. C'est juste qu'en fait, dans les usages, la petite, ce qu'elle voulait, c'était juste jouer, embêter personne. Et puis la 3D, en fait, ça lui apportait rien du tout. Donc elle a coupé les deux, elle était tranquille. Et la question de la 3D, en fait, c'était peut-être une fausse bonne idée de se dire tiens, je vais faire des trucs en 3D, etc. pour des jeux. Je sais pas quel jeu c'était, ça. Peu importe. Et donc voilà, de cette observation des usages. C'est ce que je dirais, c'est que la question sociale prime sur la technologie. Et ça, c'est hyper important d'avoir ce postulat, à mon sens. Et ça provoque autant d'interfaces et de solutions, on va dire, que de situations. Pour chaque situation sociale, on peut imaginer des types d'interfaces, des technos, des choses intelligentes, des choses qu'on aime bien bidouiller aussi, qu'on aime bien manipuler. Moi, j'adore faire du design et un peu de code de temps en temps. Vous, dans la salle, il y en a plein qui adorent coder. Et de se dire, voilà, toutes ces situations sociales, et ben là, qu'est-ce que je pourrais coder, qu'est-ce que je pourrais créer, qu'est-ce que je pourrais imaginer pour rendre ces situations sociales plus ludiques, plus amusantes, plus intéressantes, plus sensibles, etc. Bref, pour conclure, je voulais vous amener vers 5 clés pour un design humain. J'ai fait des petites clés, je suis content, voilà, vous les admirez, merci, j'en ai fait 5, vous pouvez compter. 5 clés pour un design humain. La première, c'est de vous poser la question de qu'est-ce qu'une vie meilleure? Parce que de se dire, voilà, quand je crée quelque chose, il y a une intention derrière, il y a une volonté, et à moins d'empirer la vie des gens, et éthiquement, je trouve pas ça terrible, l'idée, peut-être, c'est de rendre un petit peu la vie meilleure. Alors ça peut être de façon très, très utopique, en disant, voilà, je vais rendre la vie meilleure, je vais arrêter la faim dans le monde, je sais pas quoi, ou alors juste, je vais permettre aux gens qui font la cuisine de faire ça en famille, ou de faire ça, ou alors de lire des histoires intéressantes à ses enfants, j'en sais rien, peu importe. Ou alors, je sais pas, vous avez tous une vision peut-être de la vie meilleure. Qu'est-ce que pour vous, ce serait la vie meilleure? Vous avez tous des rêves, là vous avez tous je vous ai mis un petit attrape-rêve là, vous avez tous des rêves en vous disant, voilà, il faut arriver à saisir cette sensibilité que vous avez en vous pour vous dire, voilà, comment est-ce que vous imagineriez ce monde meilleur? Et à partir de là, vous avez cette question éthique qui vient.
Ensuite, la deuxième clé, c'est que le design vient des autres. On en parlait tout à l'heure. Ça, c'est dans une conférence l'autre jour où j'ai vu une jeune fille qui posait son téléphone sur son ordinateur. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous font ça. Moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire, OK, elle a envie de voir ces deux écrans en même temps. Donc, elle est coincée parce que sur son petit siège de conférence, elle ne peut pas le poser à côté, sur son genou devant elle, ça ne marche pas. J'ai déjà vu des gens même accrocher, il y a des trucs qu'on peut accrocher, une pince sur l'écran d'ordinateur, etc. Et je me suis dit, pour elle, la pauvre, il n'y a rien. Quand elle passe sa souris derrière son téléphone, elle ne voit plus rien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, il y a une vidéo du MIT qui a été diffusée largement, où tout à coup, le téléphone devient interactif avec l'écran. C'est-à-dire qu'avec mon téléphone, je le déplace, je prends une icône, je la déplace et je la mets dans mon téléphone directement. Et vice-versa, je reçois un appel, machin. Bon, maintenant, il y a pas mal de choses qui existent là-dessus. Mais je me suis dit, voilà, ça, c'est un usage intéressant. Alors, c'est un exemple, hein, il y en a plein. Et à partir de cet usage, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle? Est-ce que je drag and drop une image? Est-ce qu'au contraire, je vois au travers du téléphone et je vois mon écran? Peu importe. Il y a des choses à imaginer. Pareil, quand je dis que le design vient des autres, voilà, qui aurait pu croire que Facebook, l'interface de Facebook, le designer, je pense qu'il y en a un qui a conçu l'interface de Facebook, j'espère qu'il y en a un, je ne suis pas sûr en fait. Qui aurait pu croire que c'est pu être utilisé pour faire un temple en Inde avec toutes les divinités indiennes? Ça, je trouve ça génial, ça me fait mourir de rire, je trouve ça complètement décalé. Et en fait, ça c'est génial. Quand vous faites un système qui est devenu assez populaire ou alors assez ouvert pour être accessible aux gens, et ben les gens l'utilisent pour en faire autre chose, pour le détourner, pour se l'approprier et pour faire ce système le leur. Également aussi que le design vient des autres. Ça, c'est un projet qui s'appelle Hippo Water Roller, et il y a un autre projet qui s'appelle Wello, également, dans le même style. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que juste dans pas mal de pays, notamment en Afrique subsaharienne, c'était très délicat d'aller chercher de l'eau, donc l'eau, elle est très loin, il faut la chercher. Donc il y a les femmes et les enfants, la plupart du temps, et aussi les hommes de temps en temps, qui vont chercher de l'eau. Ça demande parfois 4 heures, 5 heures. Et on transporte un volume d'eau, et on le revient, on le dépose, et on va rechercher de l'eau. Avec ce système-là, un être humain peut transporter 6 fois ou 7 fois le volume d'eau qui était initialement transporté. Et surtout que c'est possible de transporter beaucoup plus rapidement. Donc après, ça libère du temps pour aller faire autre chose, ou alors on a plus d'eau, ou alors ça évite, on peut faire ça plus rapidement, etc. En tout cas, voilà, le fait de faire du design pour les autres personnes, de se poser la question de voilà, moi si j'étais dans leur situation, comment je ferais? Si j'étais ici, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais là, qu'est-ce que je ferais? Troisième clé, une clé importante, c'est la pensée de l'action. Pour moi, le design et le fait de créer, il faut être dans une pensée de l'action. Quand tout à l'heure je disais que le fait d'observer, c'est du prototypage par le cerveau, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir prototyper des trucs super facilement, super rapidement. Ça, c'est une image d'un Fab Lab. Voilà, aujourd'hui, on peut aller dans un Fab Lab, prototyper un truc en bois avec une découpeuse laser, on peut faire un truc avec une imprimante 3D. On a énormément de chance. On a également énormément de chance parce que les composants électroniques sont vraiment pas très chers, il faut en profiter, ça ne durera pas. Alors je ne sais pas s'il faut en profiter, faire des stocks ou au contraire les utiliser avec parcimonie, mais en tous les cas, on peut prototyper, il y a plein de frameworks, il y a plein de choses et vous le savez très très bien. C'est possible de prototyper des choses très facilement pour des enfants, pour des adultes, pour des gens amateurs, pour des gens pros, peu importe. Et donc pour moi, c'est vraiment l'idée d'agir. On ne va pas juste constater, regarder, se dire tiens, c'est vrai, il faudrait faire ça. C'est tout. Non, tiens, il faudrait faire ça et je vais le prototyper vite fait. Je vais le faire tester à une personne, 2 personnes, je vais le balancer, puis on va voir ce qui se passe. Et si c'est vraiment utile, si on commence à sentir qu'il y a une petite étincelle, et ben allez, on y va, on continue, on poursuit, quoi. Ça, c'est ce que s'est dit Paul McCarthy, donc, qui est le papa de cet enfant, qui a une main atrophiée depuis la naissance. Vous voyez sa main, donc il est né avec une main comme ça. Évidemment, quand on est un enfant et qu'on a une main atrophiée, c'est délicat. Pour son papa, acheter des prothèses, parce que l'enfant grandit, acheter des prothèses tous les ans, c'est super cher et c'est pas forcément toujours très adapté. Donc il s'est dit, je vais acheter une imprimante 3D et puis je vais apprendre à m'en servir, à modéliser un petit peu. Et puis j'ai commencé à prototyper des mains pour mon fils et je vais travailler même avec mon fils. Il va me dire, celle-ci elle marche mieux, celle-ci elle marche moins bien, ça là c'est trop tendu, là j'arrive pas à attraper quoi que ce soit. Et en faisant ça avec son fils, plutôt que d'acheter une prothèse toute faite et c'est tout, il va pouvoir l'adapter. Et puis ce qui est génial, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait, le papa du petit? Il a mis en ligne sa prothèse. Et maintenant, il y a plein de prothèses de main qui sont imprimables en 3D avec des schémas qui sont expliqués, etc. etc., etc. Et ça, pour moi, c'est hyper utile, c'est hyper intelligent.
Et c'est surtout c'est partageable, c'est améliorable, c'est hackable, c'est plein de choses. Quatrième clé, l'avant-dernière, c'est que le design, et le petit design justement pour cette humanité, c'est vecteur de relation. Ce que je vous montre là, c'est une bibliothèque dans une cabine téléphonique. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui va, je ne ferai pas un sondage encore, mais qui va dans les cabines téléphoniques, si ce n'est pour téléphoner avec son smartphone, ou alors parfois il y a des SDF qui dorment dedans, ou de temps en temps, genre mon smartphone est à plat, il faut que je passe un coup de fil urgent, je vais dans une cabine téléphonique. En gros, elles ne servent plus à grand chose. Et bien, il y a des gens qui sont mis à détourner les cabines téléphoniques pour mettre des bouquins dedans, en libre service, en disant venez, prenez les livres, remplacez-les si vous voulez. Et donc tout à coup, le fait de transformer un objet, de rendre cet objet qui était aujourd'hui inutile en objet utile, ça vient changer un petit peu le quotidien des gens, ce qui fait que les gens qui viennent chercher les bouquins, qui peuvent en remettre, proposer même des DVD, peu importe. Et le fait de pouvoir créer des relations sociales entre les gens, et ça c'est hyper important. Il y a eu d'autres types de projets, voilà le Little Free Library, donc voilà une petite bibliothèque de rue avec un genre de gros truc en plastique et puis 3 pieds ou 4 pieds, on met des livres dedans et c'est parti, on peut le poser un peu n'importe où. Même si moi personnellement je préfère ce projet-là, je le trouve un peu plus en mode hacking, je le trouve un peu plus intéressant. Et puis aussi voilà, vecteur de relation, c'est un projet qui s'appelle Leaf Supply. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, quand il y a des pays qui sont inondés, des pays en guerre, des pays dans lesquels il y a des catastrophes naturelles, situation d'urgence, les gens doivent dormir dans des gymnases ou par terre ou peu importe. Et des lits de camp qui sont transportés par la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge, ça pèse lourd, c'est super compliqué à transporter, à monter, c'est parfois délicat. Et là, c'est une agence de design qui a créé ça, c'est de se dire, voilà, on va faire des cartons. Donc à transporter, c'est hyper léger, c'est plat au départ. On va venir, avec un pliage intelligent, en faire un genre de bloc. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le carton n'est pas complètement rigide, et ce qui fait que les gens peuvent dormir en dehors du sol. Et après, ça peut être réutilisé, ça peut être recyclé, etc. etc. Et la notion de pouvoir apporter son aide, et ensuite d'avoir des feedbacks, de pouvoir se dire aussi que c'est recyclable, etc., pour moi, c'est un projet petit, c'est pas grand-chose. Trouver un pliage sur un carton, ok, ça ne demande pas des années et des années et des années d'études. Et en même temps, c'est un projet hyper utile. Et puis voilà, le dernier projet que je voulais montrer par rapport au vecteur de relation, ça c'est un projet de Agathe Rouy-Copier. Je regarde combien il me reste de temps, c'est bon. C'est un projet de design. Et l'idée, c'est de faire de la verrerie, donc des verres, des carafes, etc., pour les personnes aveugles et pour les personnes voyantes. Et de se dire, ça va être les mêmes pour tout le monde, il n'y aura aucun problème. Parce que vous imaginez bien qu'une personne aveugle, quand elle se verse un verre d'eau, elle met son doigt, l'eau monte, quand l'eau touche son doigt, elle enlève son doigt. Parfois, ça déborde. Verser de l'eau depuis une carafe, ça tombe à chaque fois, ça ne marche pas. Et là, ce qu'elle a fait, tout simplement, ce sont des verres et des carafes qui sont resserrés par le milieu, ce qui fait que quand je verse de l'eau, il y a le bruit de l'eau qui fait chut, et à ce niveau-là, le bruit change, parce que évidemment, on arrive en haut. Et donc, après, on a même encore un peu de marge. Et c'est pareil pour le verre. Et donc, on vient verser son eau, et juste au son, on peut savoir à quel moment il faut s'arrêter. Et on peut même déborder un petit peu, c'est pas grave. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que tout à coup, moi comme vous, on peut l'utiliser sans problème. Voilà, c'est hyper simple, et puis ça change rien, c'est même joli. Et les personnes aveugles, pour eux, ça les dépanne énormément. Elle a même fait une carafe avec une bille à l'intérieur, ce qui fait qu'on verse des doses d'eau. Vous savez, comme pour le pastis, on verse des doses d'eau. On met ce qu'on veut d'ailleurs, pas forcément que de l'eau. Et donc ça permet de verser une dose, 2 doses, et on sait que ce verre-là, il fait 2 doses d'eau, c'est bon, ça suffit. Et puis pour nous, ça peut être aussi utile. Et puis la 5e clé, c'est ce que j'avais émis comme premier point de départ dans la conférence, c'est transformer les comment en pourquoi. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est plutôt de se demander comment je vais mettre ma marque, mon interface sur 30 000 supports, etc., etc. Plutôt de se demander comment je vais coder le truc, etc. C'est surtout pourquoi je mettrai ma marque ou mon système, peu importe, sur tous ces supports-là. Est-ce que c'est pertinent? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas juste un bouquin, peut-être ça suffira, et puis une application Google Glass. Et quand je lis mon bouquin avec mes Google Glass, eh ben, il se passe des choses intéressantes. La question, c'est de se demander aussi pourquoi, plutôt que de se demander des questions de technologie, c'est pourquoi aujourd'hui, dans un concert en 2014, on est comme ça, quoi. Moi, je vois des gens, ils sont tous devant avec leur truc, ils sont en train de filmer. Je me dis, voilà, pourquoi les gens font ça? Évidemment, c'est la question du souvenir, c'est la question d'avoir la possibilité technique de le faire. Et maintenant, voilà, peut-être que ça va disparaître. Mais il n'y a rien qui a été conçu pour ces gens-là. Il y a Belkin qui font des grips, qui font des systèmes pour les smartphones notamment. Ils ont créé un grip pour smartphone pour les concerts, spécifiquement pour tenir son smartphone en concert. J'imagine une application, ça n'existe pas, mais une application qui serait conçue pour être vue comme ça. Je sais pas, peut-être elle serait déformée, j'en sais rien.
Pourquoi les gens dans les musées font des photos? Avant, on faisait pas ça. Dans plein de musées, c'est interdit. Ça m'énerve. Et ouais, peut-être vous aussi, hein, mais c'est hyper. Je comprends les raisons de droit, machin, mais c'est voilà, dans les faits, les gens font des photos, font des vidéos dans les musées et ils partagent. Et pourquoi les gens font ça? C'est vraiment pour la notion de partage, c'est pas pour la copie, le pirate, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des imprimantes qui viennent imprimer notre contenu numérique sur du papier, du vrai papier qu'on peut froisser? Ça, c'est la petite imprimante qui s'appelle Little Printer. C'est une agence de Londres qui s'appelle Berg, qui a fermé d'ailleurs depuis une semaine. J'ai pleuré toute la nuit. C'était une super agence, voilà. Et cette petite imprimante, elle va venir imprimer certains statuts Twitter, certaines photos Instagram, la météo du jour que vous avez sur votre smartphone, etc. Waouh! Allez, j'ai bientôt fini. Oh, on dirait mon réveil le matin. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ressent le besoin de réimprimer certaines choses sur du papier, mais des choses qui sont au départ que numériques? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, voilà, là, ce sont plein de situations différentes. Ça, c'est quelqu'un qui est dans son lit. Vous avez peut-être tous déjà fait ça. Hein. Regardez l'ordi dans le lit. Il n'y a aucun site internet qui est conçu pour être regardé comme ça. Il y a aucune. Vous êtes sûr, hein? Vous me mettez des doutes là. Qu'est-ce que ce serait un site internet qui est conçu pour ça? Ça, c'est quelqu'un qui est en train de lire aux toilettes. Je suis désolé, c'est un peu pixelisé là, mais je ne sais pas pourquoi. Et tout à coup, la personne est en train de lire, ça s'éteint. Parce que le détecteur de mouvement ne repère plus de mouvement. Donc le mec fait ça. Le capteur n'est pas le bon. Aujourd'hui, dans le métro, vous devez voir ça aussi. Des gens qui passent leur sac au-dessus d'un truc RFID pour badger. Il n'y a aucun sac qui a été conçu pour ça. Rien n'a été conçu pour ça. Et pourtant, les gens le font. Et puis ça aussi, voilà, le périscope, comme je l'appelle. Le périscope pour filmer les choses en hauteur. Bref, il y a plein de situations et il y a encore très peu de choses qui ont été conçues pour tout ça. Bref, pour conclure, vu que ça a sonné, je citerai Tim Brown, qui est un designer de IDEO, le CEO de IDEO. Il dit que le design est trop important pour le laisser uniquement dans les mains des designers. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que évidemment, il faut que le design soit quelque chose de démocratique. C'est exactement la première image que je vous montrais, c'est quelque chose où tout le monde est ensemble pour concevoir et pour co-concevoir également. Et puis, pour récapituler les 4 points, c'est que l'observation, elle doit être collective et individuelle. Vous, vos propres usages, vos propres façons de détourner les trucs, vos propres blocages dans la journée. Tous les jours, vous bloquez peut-être sur un truc qui vous énerve 5 minutes. Comment on peut le résoudre? Le pourquoi et l'action. Trouver pourquoi les choses et la cause de tout ça, pourquoi les gens filment, pourquoi les gens font ça, etc. Se poser des questions sociologiques, c'est important, et de se dire, voilà, on va agir. Ensuite, la notion de communauté et d'interaction, c'est hyper important. Vous ne faites pas un truc que pour vous. C'est un peu égoïste de se dire, voilà, je peux le partager, je peux le mettre en ligne, je peux le mettre en open source, je peux le diffuser, etc. Et puis, la mise à l'échelle. Le fait de le diffuser et que cette chose que vous avez conçue vous échappe, puisse être utilisée par d'autres, puisse être détournée, puisse être même que vous puissiez le porter à très grande échelle. Donc, je conclurai là-dessus que tout acte de design, même petit, c'est un acte qui doit être éthique. Pour moi, c'est hyper important, sensé, pour qu'il y ait du sens derrière, et profondément humain, pour que ce soit utile, pour que ce soit sensible et pour que ce soit humain au sens très large du terme. Et puis voilà, après je vous invite, si vous êtes intéressé par tout ça, vous, au fond de vous, pour vous, quelle est cette grande ou petite cause? Il y a un truc qui vous énerve, il y a un truc que vous trouvez hyper important, il y a un truc pour lequel je pense qu'il vous faudrait militer, lutter, pour lequel vous pensez que créer, c'est primordial. Que faire du design, que coder, que créer des choses, c'est primordial. Il y a peut-être une cause, ça peut être un truc gigantesque, ça peut être un tout petit truc. N'hésitez pas à me laisser un petit tweet avec le hashtag DesignHuman, il y a quelques réponses déjà, pour savoir, pour vous, c'est quoi cette cause? C'est quoi ce truc primordial, hyper important? Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Devant. Bonjour. C'est pas mieux. Non, sinon, je répète la question. Ok, merci pour la présentation. Merci. Merci. J'avais une question à propos de. Tu disais qu'il fallait beaucoup regarder les autres. Allô, allô. Quelle part a dans ta réflexion la frustration qu'on a soi-même? Tu parles beaucoup d'observer les autres, etc.
mais sa propre frustration. Sa propre frustration par rapport à ses usages, son quotidien. Etc. Est-ce qu'il vaut mieux s'écouter soi-même ou plutôt essayer de regarder au maximum Ce que j'essaie d'écrire, c'est l'observation de soi-même, l'observation individuelle et collective. Parfois, moi, quand j'ai un truc qui ne marche pas ou quand je me dis, tiens, j'ai pas trouvé ça sur Internet, je le fabrique, je le crée, je fais le site, et je me dis, si moi je suis embêté par ça, il y a peut-être 5 personnes qui sont embêtées par ça, 1000, 1 million, j'en sais rien. Et donc, le fait de se dire, si moi potentiellement ça me gêne, potentiellement il y a peut-être d'autres personnes que ça va gêner ou que ça va intéresser. Donc autant commencer par là, quoi. Ça peut venir de soi comme des autres. Hein. Je suis ravi de voir qu'il y a des gens qui viennent me raconter leurs problèmes en disant j'arrive pas tous les matins, j'ai un truc qui déconne sur mon ordi, sur mon téléphone ou pour aller travailler. Et au contraire, moi j'essaye parfois de résoudre mes propres trucs dans mon quotidien, quoi. Donc c'est un peu les deux. Il n'y a pas le fait de se dire c'est égoïste de faire ça que pour soi. L'idée c'est de se dire tiens, si moi ça m'arrive, et ça vous est peut-être déjà arrivé, il y a peut-être 10, 15 000 personnes à qui ça peut aussi arriver. Donc voilà, il faut savoir écouter les deux. Et puis parfois, si ça résout que son petit problème à soi, bon, bah, c'est toujours ça. Mais si ça peut résoudre le problème de sa famille, de ses amis, de 1000 personnes et 1 million, bah, pourquoi pas, quoi, ça peut être aussi bien. Merci. Devant, il y a une question. Ouais. Quand tu parles de vecteurs de relation, c'est un concept que je trouve vachement intéressant dans une application, c'est-à-dire d'être amené à la partager avec quelqu'un autrement que par le bouton Facebook ou Twitter. Est-ce que tu as des exemples en fait, qui utilisent dans une application le design comme vecteur de relation? Le design à quel niveau? La fonctionnalité, enfin le graphisme d'une application. En fait, une application, alors quand je dis vecteur de relation sur du design, le vecteur de relation pour moi c'est que les gens vont interagir entre eux à cause de cette application, à cause de cet objet, à cause des choses en fait. Et donc l'application, si elle est conçue, là j'ai vu récemment la montre d'Apple, là ils ont sorti leur montre, j'ai vu que ils ont plein de fonctionnalités, etc. Mais j'ai vu que sur l'interface, ils ont permis quelque chose pour communiquer par le dessin ou pour communiquer avec les battements du cœur. Alors ça fait sourire d'un côté, et en même temps, c'est un vecteur de relation. C'est un vecteur de relation humaine, quoi. Pour moi, ça c'est un exemple. J'avais bossé chez Orange il y a quelques années, et l'idée c'était sur une application, et c'était une application qui était dédiée à mon carnet d'adresses. Et plutôt que d'avoir une liste avec 30 000 personnes dans mon carnet d'adresses, puis c'est que des noms en fait, et bien là, cette liste, elle était un petit peu intelligente, elle me disait, tiens, j'ai vu que tu appelais ta grand-mère tous les dimanches, ça fait 3 semaines que tu ne l'as pas appelée, pense à l'appeler. Ou alors, pense à l'appeler, c'est juste un reminder. Ou alors, dans cette même application de carnet d'adresses, l'idée, c'était de pouvoir, ça favorisait l'échange, donc de se dire, juste dans ma liste, tiens, je pense à quelqu'un, je lui envoie juste un ping, un petit truc qui apparaît sur son écran, c'est tout, ça suffit. Et quand je dis vecteur de relation, voilà, c'est des exemples comme ça. On a même fait un système où c'est dans du sable, et je dessine dans le sable, et la personne, elle a le même truc de sable, et elle voit apparaître le dessin. Elle peut me répondre, un peu comme le truc d'Apple, là. Et ça, je trouve ça intéressant de pouvoir que dans la fonction même de l'application, la façon dont elle est conçue, elle va être utilisée par plein de gens et le fait d'interagir ensemble. Je pense à Snapchat, c'est vecteur de relations privées, de relations ambiguës, de plein de trucs. Mais voilà, c'est un outil très fort là-dessus. Et Snapchat, ça a été conçu pour ça, quoi. Ça a été conçu pour faire du ping-pong vraiment, vraiment intensément. Et on peut intégrer dans des applications qui ne sont pas du tout communicationnelles des petits degrés, voilà, comme pour un carnet d'adresses, voilà, des petits degrés de relations, des petites choses en disant tiens, ça je vais pouvoir le partager mais d'une façon différente. Je vais pouvoir l'envoyer à quelqu'un, je vais pouvoir lui signaler, je vais pouvoir l'intégrer dans mon projet, etc. Un autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une application qui s'appelle Paper, c'est une application pour dessiner, c'était fait par 55, c'est une application très 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 belle. Et depuis 3 jours ou une semaine, ils ont intégré un nouveau concept qui s'appelle Mix, je crois. Et ça veut dire que dans cette application où j'ai des petits carnets où je dessine, je peux créer un carnet, je fais un dessin, et je vais le partager, ce dessin, à toute la communauté. Ce qui fait que les gens vont pouvoir dessiner sur mon dessin. C'est pas grand-chose pour leur application, mais elle passe d'une application individuelle à une application collective, surprenante, décalée, sociale. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous êtes fatigué, il fait chaud. Ah, il y a une question devant. Bonjour. Bonjour. Ça vous dit quelque chose, l'application Yo? Yo, ouais, tout à fait. J'ai entendu, je crois, quelque temps. Moi, je voulais
comprendre un peu, parce que bon, la fonctionnalité quand même, elle est un peu faible. Enfin, ça fait juste yo, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas très. Et pourtant, ça a été racheté par je sais plus quelle entreprise, par une grosse entreprise. Et je voulais justement avoir un peu votre avis dessus. Enfin, à mon avis, ça doit être le design qui doit être particulier, ou je sais pas. C'est peut-être une question. Enfin, Ouais. Bah pour moi, Io, c'est un truc totalement pourri. Enfin, D'accord. franchement, je sais pas si d'autres pensent. C'est Moi aussi, je trouve ça pourri. c'est exactement à l'inverse de ce que j'ai montré là. D'accord. Ils auraient pu tourner Io pour en faire un truc intelligent, un truc utile, social, je sais pas, avec une fonction derrière, on va dire humaine. Là, c'est juste, ça a été racheté des millions parce que ça a buzzé. Et les trucs pourris qui buzzent, il y en a tous les jours sur Internet. Io, c'est un truc de plus. Mais après, leur design était léché, le design graphique, c'était propre, c'était du flat design, je sais pas quoi. Mais c'était sommaire, c'était propre, voilà. Et c'est ce qui a fait que les gens ont su s'en servir simplement, en disant tiens, en même temps, c'est pas très compliqué. Pour moi, c'est inutile. Et enfin voilà, qui se rappelle de Io dans un mois, j'avais même oublié quand tu m'en as parlé. Donc c'est des trucs qui resteront pas, ça a servi personne. Ma mère connaît pas, elle s'en servira jamais, elle sait même pas, elle s'en fout. Ça a été racheté, je sais pas combien. Voilà, ok. Pour moi, ça fait partie des trucs où ok quoi, on peut penser à des trucs un peu plus solides qui vont aider un peu la communauté quoi. Mais c'était une bonne question. Ah, une dernière question peut-être. Je sais pas quelle heure il est. Hein, je veux pas. Bonjour. Bonjour. Ma question, elle est plutôt au niveau communication. Une fois qu'on a fait notre petit projet dans notre coin, comment est-ce qu'on va communiquer? Est-ce qu'il y a des mots-clés particuliers, des réseaux sociaux? Bon, les mots-clés particuliers, c'est délicat. Ça dépend vraiment de votre application. Tu aurais un exemple par rapport à l'application ou quelque chose de plus précis? Par exemple, le père qui a fait les mains, les modèles de mains Oui. pour son fils. Oui. Comment est-ce qu'il va diffuser son information et la mettre en valeur? C'est une très bonne question justement parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a témoigné. Il a raconté son histoire en fait. Et c'est ce que, notamment les Américains, c'est ce qu'ils aiment bien écouter, c'est des histoires. C'est se dire voilà, j'ai mon gamin. Bon, en plus là, c'est un truc, voilà, c'est un peu tragique, hein, voilà. Et je lui ai fait des mains, etc. Et surtout, c'est se dire vous pouvez le faire vous-même. Que tous les parents qui ont des enfants comme ça, tous les gens qui ont des problèmes de mains, etc., peuvent le faire soi-même. Et le fait de communiquer en disant voilà mon histoire et que les gens puissent, par empathie, plonger dans leur histoire aussi. Et moi, c'est ce que j'essaie de vous montrer aussi, c'est de se dire voilà, vous pouvez faire du design, vous pouvez faire des projets humains et des projets importants, et c'est pas très compliqué, c'est accessible. Et voilà, donc je pense qu'il faut la communication à ce niveau-là, elle passe vraiment par le fait de raconter le processus, de dévoiler le truc, voilà, et d'être le plus honnête possible. Faut pas essayer de faire un buzz parce que voilà, il y a des agences qui font du buzz apparemment, ça marche, mais bon, j'y crois moyennement. Mais le fait de raconter, d'impliquer les gens, d'avoir leur regard critique aussi en disant je lance ça, qu'est-ce que vous en pensez? On balance ça sur Twitter, on balance ça sur Facebook, on balance ça dans la presse, on n'en sait rien, et puis après on voit les retombées. Et si le truc il est utile, intelligent, peut-être parfois ça peut prendre quoi. Et moi personnellement, je crois beaucoup à l'intelligence des gens. Je me dis que souvent on dit oui, les gens sont bêtes, sont cons, il faut leur expliquer 200 fois. Je dis voilà, si on lance la petite étincelle, si on fait le petit truc que les gens se disent ah ouais, j'avais jamais pu penser à ça, ça me fait un peu rêver, ça me fait un peu, et ben c'est déjà ça de gagner quoi. T'as une question? Non, je sais pas. Non, toi-même? Moi? Non. Jérôme. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour ta présentation. Merci. Je crois que tu as des contacts avec des écoles de graphistes, ou pas, oui? J'enseigne au Gobelin et je suis directeur de la pédagogie du design à la Web School Factory, tout à fait. D'accord. Et je travaille aussi à Strat. Donc, bon, bah, félicitations. C'est important Non. pour moi. Bah oui, je le comprends très bien. Ma question, c'est donc par rapport à tes élèves qui font du design, notamment ceux qui pourraient faire du design d'appli Android. Je voudrais savoir quel est leur ressenti par rapport aux outils qu'ils ont à disposition. Parce que moi, je travaille avec des graphistes qui font plutôt du web, d'autres qui font que du Photoshop. Et dès que je leur demande de faire vraiment les assets des applis Android,
ils pleurent un peu, quoi. Parce que du XML, Ouais. du design avec que des contraintes, du genre aligné à gauche, aligné à droite, Bah, bon, ils sont assez malheureux. Donc, c'est dur d'infliger ça à des gens qui font ouais, pas vraiment de code. donc je voudrais savoir si la prochaine génération est aussi comment dire, rebutée par ces outils. Et voilà. Ben, alors par si rapport, on peut faire quelque chose pour eux, quoi. alors justement, moi personnellement, je crois vraiment que les étudiants en design doivent apprendre un peu à coder, un peu, savoir ce que c'est que du XML, savoir ce que c'est que un peu de PHP, un peu de HTML, du CSS, ne serait-ce que ça. Enfin voilà, ils seront amenés plus tard par le boulot à devoir en faire, donc à devoir au moins mettre les mains dedans et savoir discuter avec un développeur. Pour moi, ça me paraît inconcevable de se dire qu'on fera que des images toute notre vie et c'est tout, et on ne sait pas comment ce sera intégré. Par rapport au Gobelin, par exemple, au Gobelin, la classe dans laquelle je suis, c'est la moitié ce sont des designers, la moitié sont des développeurs. Donc ce qui fait que les designers, ils codent, et ils codent pas trop mal, ils font du HTML, du CSS, JavaScript, un peu de Ruby de temps en temps. Et les développeurs, ils ont une sensibilité au design qui est énorme. Enfin, et les deux travaillent tout le temps en groupe à chaque fois, donc la moitié d'un groupe constitué d'étudiants, c'est toujours designer-développeur. Ce qui fait que ce mélange-là, dès qu'on les met dans le bain très tôt, ça se passe très bien, ils font des projets géniaux, et c'est des projets des gobelins qu'on connaît. Pour moi, ça c'est rassurant. Par rapport aux applications Android, c'est pas un souci. On prend les guidelines, on prend les specs, on sait lire, on essaie d'intégrer. Truc qu'on ne comprend pas, on demande, on essaie d'interagir avec des développeurs qui sont eux spécialisés là-dedans. Et après, on trouve le juste milieu. Dans d'autres écoles, il y a des étudiants qui ont peur du code. C'est un truc, enfin des étudiants en design ou en graphisme qui ne veulent pas voir un bout de code. J'ai fait les arts décoratifs il y a peut-être 6 ou 8 ans. J'étais le seul à savoir coder et petit à petit, on a qui s'y mettaient un petit peu, mais c'était non, moi je fais de la sérigraphie, quoi. Je fais pas du code, je veux pas être devant un ordinateur, c'est de l'art, quoi. Ben ouais, sauf qu'aujourd'hui ils n'ont pas de boulot et ils galèrent. Et ça m'embête pour eux parce que le design, pour moi, c'est un métier qui vit avec son temps et dans les technologies de son temps. On n'aurait pas pu inventer les locomotives, les voitures et toutes ces choses-là si on ne s'était pas posé la question des technologies. Et je pense qu'il faut justement, par rapport à ces questions-là, et notamment par rapport à Android, pour les applications, il y a des formations simples. Il faut utiliser, peut-être, il y a des frameworks qui sont accessibles, et après, il faut assembler des devs Android ouverts, et je suis sûr qu'il y en a plein, et des designers curieux du code, et je suis sûr qu'il y en a plein, et les faire bosser ensemble. Sur des projets concrets, précis, des trucs simples, faire des trucs comme Yo, mais en mieux, quoi, et qui sont utiles. Et je pense que c'est par là qu'il faut en tout cas associer les compétences, quoi. Tout seul, ça ne marchera pas. Un designer se dira pas, tiens, je vais commencer à faire du XML pour faire des applis Android. Ce sera peut-être un peu rude de commencer par là. Oui, donc du coup, je rebondis. Est-ce que tu penses que tes élèves pourraient être intéressés pour collaborer à améliorer, rendre plus humain, plus accessible, plus utilisable des applications créées par des devs qui, donc, comme moi, qui n'ont pas vraiment de notion de design? C'était donc une question intéressée. Non, pas au départ. Mais là, en fait, chemin faisant. Je pense que de proposer des projets, aller voir des écoles, que ce soit celles dans lesquelles je travaille ou d'autres écoles dans lesquelles on a des designers et peut-être un peu des développeurs parfois, et d'arriver avec un projet précis. Et c'est pas bonjour, on aimerait bien améliorer la qualité de nos produits. C'est surtout bonjour, on n'a rien ou alors on n'a quasiment rien. On veut arriver jusque là et on veut intégrer la notion du design en amont. Parce que c'est ça aussi le souci quand on a des applications, des trucs, etc. C'est qu'on vient voir des graphistes et designers en leur disant faites-nous joli, faites-nous une interface. Non, les mecs, c'était avant qu'il fallait venir nous voir. C'était avant qu'il fallait se poser la question de ok, en fait, votre truc, ça marchera jamais parce que les usages sont pas bons, l'interface est pas bonne, la mécanique, elle marche pas. Non, et je pense que justement là, il faut être aussi humble en se disant on commence un projet, et ben avant même de le coder, je vais penser design tout de suite. Je vais me dire tiens, je vais contacter un designer pour voir ce qu'il en pense, pour voir comment est-ce qu'on peut travailler avec lui. Et c'est parfois ce que je regrette dans certaines écoles, c'est qu'on vient nous voir trop tard. Et si c'est juste pour faire un coup de joli, ça sert à rien, quoi. Mais les étudiants seraient très réceptifs. Ils sont réceptifs à la question de l'open source, ils sont réceptifs à la question des licences libres en général. Et je pense que parce qu'ils ont l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Et pour moi, ça c'est primordial. C'est super beau de se dire, je fais un petit truc, mais ça me dépasse, quoi. Comme nous, en fait. Bah, tout à fait, mais exactement pareil. Un truc sous licence libre, voilà. Exactement. Et c'est on ça a qui l'impression est de collaborer au monde. Et je pense que justement, venir les voir avec cette approche-là, en amont,
je pense que c'est la démarche qui sera gagnante, on va dire. Voilà, je crois qu'on a fini avec les questions, c'est ça? Je voulais vous remercier beaucoup pour votre présence et votre curiosité. Merci.